Mort suspecte. Affaire John Barnett, un mort dans l'ombre de Boeing. John Barnett, ancien responsable qualité chez Boeing, devait témoigner dans un procès contre son ancien employeur. Ces révélations dévoilant des défaillances sur la sécurité des vols pouvaient coûter des milliards à l'entreprise. Mais la veille de ce procès historique, on le retrouve au volant de sa voiture, une balle dans la tête. Officiellement, un suicide. Quand un deuxième lanceur d'alerte meurt subitement quelques semaines plus tard, la coïncidence devient troublante. Dans l'ombre de Boeing, que risquent ceux qui osent parler? Et surtout, sommes-nous en sécurité lorsque nous prenons l'avion? Épisode 1, la mort mystérieuse de John Barnett. Le parking désert du Comfort Suite Hotel de Charleston scintille sous une pluie fine ce matin du 9 mars 2024. Le ciel gris de Caroline du Sud semble s'abattre sur cette scène macabre qui va bientôt faire la une des journaux internationaux. Randy Mitchell, employé de maintenance du motel, commence sa journée par une inspection routinière des lieux lorsqu'il aperçoit une silhouette immobile dans une voiture de location grise. Au début, j'ai pensé que c'était juste quelqu'un qui dormait, confie Mitchell, encore secoué par le souvenir. Mais quand je me suis approché, j'ai vu du sang, beaucoup de sang. Ce qu'il découvre ensuite va ébranler l'industrie aéronautique américaine. John Barnett, 62 ans, ancien employé de Boeing et lanceur d'alerte notoire, est assis sur le siège conducteur, la tête fracassée par une balle tirée à bout portant. Un revolver Smith & Wesson calibre 38 est retrouvé sur le sol, à l'aplomb de sa main droite. Pas de lettre d'adieu, pas d'explication, juste un silence assourdissant, amplifié par le timing troublant de cette disparition. John Barnett n'était pas à Charleston par hasard. Il devait témoigner le lendemain dans le cadre de sa déposition pour un procès contre Boeing. Un procès qu'il avait lui-même intenté après des années à dénoncer des pratiques qu'il jugeait dangereuses au sein du géant aéronautique. Une déposition qui promettait d'être explosive. La police est arrivée en moins de 10 minutes, poursuit Mitchell. Ils ont bouclé le périmètre très rapidement, presque trop rapidement. Le rapport préliminaire de police de Charleston a conclu à un suicide. Homme blanc, la soixantaine, avec une blessure auto-infligée par arme à feu, indique sobrement le document. L'enquête a été close en moins de 72 heures. Pourtant, les questions se bousculent. Comment un homme qui s'apprêtait à livrer un témoignage qu'il préparait depuis des années décide-t-il soudainement d'y renoncer de façon si radicale? Et pourquoi choisir un lieu aussi impersonnel qu'un parking de motel? Pour comprendre ce qui a mené John Barnett sur ce parking sinistre, il faut remonter le fil de sa carrière chez Boeing. Une carrière qui s'étend sur près de 3 décennies. Embauché en 1985, Barnett a gravi les échelons pour devenir responsable qualité dans l'usine de North Charleston en Caroline du Sud, inaugurée en 2011. Cette usine, fleuron moderne de Boeing, est spécialisée dans l'assemblage du 787 Dreamliner, l'avion de ligne long courrier censé révolutionner l'aviation commerciale grâce à sa structure en matériaux composites et à sa consommation réduite. À première vue, le parcours de Barnett est celui d'une réussite américaine classique. Fils d'ouvrier devenu cadre dans une entreprise prestigieuse, propriétaire d'une maison confortable dans la banlieue de Charleston, membre respecté de sa communauté. John était un perfectionniste, se souvient Mark Conley, ancien collègue qui a travaillé avec lui pendant 15 ans. Il connaissait les règlements sur le bout des doigts et ne laissait rien passer. Dans un autre contexte, on l'aurait considéré comme un employé modèle.
Mais ce perfectionnisme allait devenir son principal défaut aux yeux de sa direction. Dès 2010, alors que l'usine de Charleston montait en puissance, Barnett avait commencé à documenter des anomalies dans le processus de production. Jennifer Reynolds, amie proche de la famille Barnett depuis plus de 20 ans, nous livre un témoignage éclairant. John a commencé à changer vers 2015. Il dormait mal, perdait du poids, était constamment sur les nerfs. Sa femme s'inquiétait. Un jour, il m'a dit « Jen, ils construisent des cercueils volants et personne ne veut l'entendre ». Ce qui rendait Barnett particulièrement crédible et donc dangereux pour Boeing, c'était la précision technique de ses accusations. Contrairement à un dénonciateur généraliste, il pointait des dysfonctionnements spécifiques, documentés et mesurables. En 2014, il avait découvert que des copeaux métalliques, résidus de perçage et d'usinage, n'étaient pas correctement nettoyés autour des systèmes de contrôle de vol du 787 Dreamliner. Ces particules métalliques, parfois invisibles à l'œil nu, pouvaient migrer et provoquer des courts-circuits catastrophiques en plein vol, particulièrement dans les systèmes électroniques qui ont remplacé les commandes hydrauliques traditionnelles sur ce modèle d'avion. Sur le 787, tout est électronique, explique Antoine Gélin, consultant en aéronautique. Les systèmes redondants sont censés prévenir les pannes, mais si un problème affecte l'ensemble du réseau électrique, comme pourrait le faire un nuage de particules métalliques conductives, les conséquences pourraient être désastreuses. Plus troublant encore, Barnett avait documenté que des pièces défectueuses, officiellement destinées au rebut, étaient régulièrement récupérées dans les zones de déchets et réinstallées sur les avions en construction pour tenir les délais de livraison. Le système de traçabilité était régulièrement contourné, indique son rapport interne en 2016. Des pièces sans numéro de série ou avec des numéros grattés étaient remises en circulation sans test de conformité. Une de ses découvertes les plus alarmantes concernait les bouteilles d'oxygène d'urgence. Lors de tests qu'il avait supervisés, près d'un quart d'entre elles ne fonctionnaient pas correctement. Ces équipements, indispensables en cas de dépressurisation de la cabine, auraient pu être inopérants en cas d'urgence, laissant des passagers sans oxygène à haute altitude. Ces préoccupations techniques n'étaient pas anodines. Ensemble, elles dressaient le portrait d'une entreprise où la pression pour produire plus vite avait érodé les garde-fous de sécurité. À mesure que ces alertes restaient lettre morte, Barnett, toujours aussi déterminé, s'adressait à l'échelon hiérarchique supérieur pour finir par contacter le bureau de l'éthique de Boeing, puis la Federal Aviation Administration, FAA, l'autorité américaine de régulation aérienne. C'est alors que sa situation professionnelle se détériora rapidement. Selon les documents judiciaires déposés dans le cadre de son procès contre Boeing, Barnett fut progressivement mis à l'écart, privé d'informations cruciales pour son travail et exclu des réunions importantes. Ils ont commencé par le transférer dans un bureau isolé, loin de la chaîne de production, témoigne un ancien collègue qui souhaite rester anonyme. Puis, ils ont réattribué ses responsabilités à des employés plus coopératifs. C'était un démantèlement méthodique de son autorité. Sa santé s'en ressent rapidement. Hypertension, problèmes cardiaques, crise d'angoisse. Barnett consulte plusieurs médecins qui tous notent une dégradation de son état lié au stress professionnel. Les dossiers médicaux font état d'une anxiété sévère liée au contexte professionnel et de signes psychologiques de stress chronique. En 2017, à bout, John Barnett prend une retraite anticipée pour raisons médicales.
Mais il est loin, très loin, d'avoir dit son dernier mot. Convaincu que des vies sont en jeu, il décide de porter l'affaire devant les tribunaux et les médias. En 2019, il franchit le Rubicon en accordant une longue interview à la BBC. « Je n'ai plus peur maintenant », avait-il déclaré avec une détermination tranquille. « Je n'ai plus rien à perdre. Ce que j'ai vu doit être révélé au grand jour. » Cette interview a eu un retentissement international et força Boeing à réagir publiquement pour la première fois aux accusations de Barnett. L'entreprise a démenti catégoriquement ces allégations, parlant d'un ancien employé mécontent dont les préoccupations avaient été minutieusement examinées et jugées sans fondement. Dans la sphère du groupe Boeing, John Barnett n'était pas un cas isolé. D'autres lanceurs d'alerte se sont fait connaître, et l'un d'eux est mort dans des conditions aussi étranges que lui. Il s'agit de Joshua Dean, cet ancien auditeur qualité chez Spirit AeroSystems, un sous-traitant crucial de Boeing qui fabrique les fuselages du 737 MAX, est décédé subitement le 2 mai 2024 à l'âge de 45 ans, soit 2 mois après John Barnett. Dean avait récemment intensifié ses accusations contre son employeur, qui l'accusait d'avoir délibérément ignoré des défauts de fabrication critiques sur le 737 MAX, notamment des problèmes d'alignement des fuselages qui pouvaient compromettre l'intégrité structurelle de l'appareil. Il devait témoigner devant une commission sénatoriale la semaine suivant son décès. Cette mort a stupéfié tous ceux qui le connaissaient. John était en parfaite santé, témoigne sa sœur Meghan lors d'une conférence de presse organisée par la famille. Il faisait du jogging 4 fois par semaine, ne fumait pas, ne buvait que rarement. Rien ne laissait présager une issue aussi brutale. Selon ses proches, son état s'est brusquement dégradé en avril 2024. Le 21 avril, il était déjà dans un état critique. Les médecins lui diagnostiquent 2 maladies, la grippe B et un staphylocoque doré. Puis, il développe une pneumonie sévère. Enfin, il subit un AVC qui prive ses membres d'oxygène, amenant les médecins à envisager l'amputation. Le 27 avril, Christine Dean, sa sœur, écrit sur les réseaux sociaux « Il est dans un état dont je n'ai jamais entendu parler. Même l'hôpital est de mon avis. » Il décédera quelques jours plus tard, sans que les médecins ne puissent rien faire. Certains observateurs se sont demandé s'il n'avait pas été victime d'un empoisonnement, en se souvenant des méthodes d'élimination utilisées contre certains dissidents russes, comme Sergueï Skripal et Alexeï Navalny. La famille a demandé une autopsie approfondie et des analyses toxicologiques complètes. Mais à ce jour, les résultats n'ont pas été rendus publics. Les lanceurs d'alerte, encore en vie, rapportent des pressions constantes. Richard Mester, ancien responsable qualité chez Boeing, a témoigné avoir été licencié après avoir signalé des problèmes similaires à ceux identifiés par Barnett. « Ils ont créé un dossier contre moi », a-t-il déclaré lors d'une audition au Congrès. Il a reçu des évaluations négatives aussi soudaines qu'incompréhensibles. Puis, on l'a accusé de comportement inapproprié. Tout l'arsenal classique pour discréditer un employé gênant a été déployé par l'entreprise dans un but à peine voilé, le faire taire. Sam Sailpour, ingénieur chez Boeing depuis 17 ans, a témoigné devant le Congrès américain en avril 2024 qu'il avait été menacé après avoir signalé des problèmes structurels sur le 787 Dreamliner et le 777. Ces préoccupations concernaient notamment des fixations défectueuses entre les sections du fuselage qui, selon lui,
pourrait compromettre l'intégrité de l'avion après des années d'utilisation. « On m'a dit de fermer ma gueule », a-t-il témoigné. « Sinon, ma carrière chez Boeing était terminée. » Un supérieur lui a même dit un jour « Tu sais, ce qui arrive aux gens qui parlent trop. » Ces témoignages convergents dessinent un tableau inquiétant d'une culture d'entreprise où la critique est perçue comme une trahison et où le silence est plus récompensé que l'intégrité. Le 18 juin 2024, 4 lanceurs d'alerte, dont Sailpour, ont participé à une audition historique devant la commission sénatoriale du commerce. Les témoignages étaient accablants. Pression pour cacher des défauts, représailles contre ceux qui parlent, et même, selon l'un d'eux, des menaces de mort proférées contre un ingénieur qui refusait de certifier un avion qu'il jugeait dangereux. Face à ces accusations, l'ancien PDG de Boeing, David Calhoun, visiblement mal à l'aise, a reconnu des erreurs graves, tout en s'engageant à rétablir une culture où la sécurité prime sur tout. Une promesse qui sonne comme une provocation pour les proches de John Barnett. Mais justement, revenons à la mort de Barnett sur ce parking. Selon ses avocats, Brian Knowles et Robert Turkewitz, rien ne laissait présager un suicide. Dans un communiqué publié 3 jours après la découverte de son corps, ils ont déclaré « John était en bonne forme et optimiste quant à l'issue du procès. Il attendait avec impatience de pouvoir enfin témoigner sous serment sur tout ce qu'il avait vu. Nous sommes choqués et dévastés par sa mort soudaine. » Jennifer Reynolds, l'amie de la famille, reste perplexe. Pour elle, John n'avait jamais montré de signes de dépression profonde. Il était certes anxieux, mais aussi incroyablement déterminé. La semaine précédant sa mort, il lui a parlé de ses projets pour l'après-procès. Écrire un livre pour sensibiliser le public. L'enquête sur sa mort a été rapide, peut-être trop. Le bureau du médecin légiste du comté de Charleston a conclu à un suicide par balle, sans qu'aucune autopsie complète ne soit rendue publique. Les demandes répétées de la famille pour un examen indépendant sont quant à elles restées sans réponse. Pour son avocat, Maître Knowles, il n'y a pas forcément eu complot, mais il estime que la rapidité avec laquelle cette affaire a été classée est troublante. D'après lui, compte tenu des circonstances de ce drame, impliquant une entreprise internationale aussi puissante, une enquête approfondie aurait été la moindre des choses. D'autres questions restent sans réponse. Pourquoi se suicider la veille d'un témoignage qu'il attendait depuis des années? Pourquoi choisir le parking d'un hôtel sordide pour mettre fin à ses jours? Comment le calibre 38 est-il arrivé en sa possession, lui qui n'avait jamais possédé d'arme à feu? Et surtout, pourquoi n'avoir laissé aucun message, aucune explication? Lui qui avait passé des années à documenter méticuleusement chaque détail de ses préoccupations professionnelles.